Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Justice et Promotion, un magazine des matières de droit vulgarisé par l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, dont les promoteurs est Maître José Mbouti Pangila. Et avec lui, ce soir, nous parlons des régimes matrimoniaux. Maître José, soyez les bienvenus. Merci, M. Clément. La santé de l'ASBEL, oui, les Salomon Justice et Promotion. Les Salomon Justice et Promotion se portent bien. Dernièrement, nous avons été à Bandonduville, où nous avons initié une série d'activités, notamment l'apprentissage des droits de l'homme au primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, conformément à notre loi cadre sur l'enseignement, il est autorisé aux responsables des écoles d'organiser les cours facultatifs. Et c'est dans ce cadre qu'un manuel a été produit à l'usage des enseignants et des élèves et qu'un partenariat avec le gouvernement provincial du Kouilou avait été sollicité de manière à ce que cette organisation se fasse dans les écoles primaires du Kouilou. Très bien. Ça, c'est vraiment une partition rendue possible par l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, dans les domaines de la vulgarisation de notre Constitution, de notre loi. Et aujourd'hui, nous parlons des régimes matrimoniaux. Alors, bien sûr. Qu'attend-on par régime matrimonial? Par régime matrimonial au singulier, oui, et régime matrimoniaux au pluriel. Mais j'ose croire que je dois définir un régime matrimonial au singulier. Allez-y, n'est-ce pas? Ouais. En fait, le régime matrimonial, c'est un mode de gestion des biens que les époux peuvent avoir au sein de leur mariage. Ils s'entendent de quelle manière les biens que nous avons eus avant le mariage, les biens que nous aurons dans le mariage, comment allons-nous le gérer? L'homme et la femme s'entendent préalablement sur la façon de gérer ces biens. Certes, on sait que la loi congolaise, quel que soit le régime matrimonial choisi, donne le pouvoir au mari de gérer les biens du foyer, mais avec le consentement de son époux. C'est bel et bien clair. Hein? Voilà. Mais avant de poursuivre cette émission, levons l'équivoque. Parce que vous avez expliqué au singulier le régime matrimonial, mais souvent on parle de régime matrimoniaux. Hein? Oui, on parle de régime matrimoniaux parce qu'il n'y en a pas un seul. Il y en a trois. Lesquels? Notre loi reconnaît trois régimes matrimoniaux, notamment le régime de la séparation de biens. Les époux peuvent se dire, dans le mariage, chacun va avoir ses biens. Même si c'est géré par le mari, mais chacun doit avoir ses biens dans le régime de séparation de biens. Il y a le régime de la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux époux se disent, tout ce que nous avons eu avant le mariage ne concerne pas le mariage. Chacun garde ses biens qu'il a eus. Séparément. Pour tout ce que nous avons eu avant le mariage, chacun garde ses biens. N'est-ce pas? Mais tout ce qu'on aura pendant le mariage, ça c'est des biens communs. Donc là, il n'y a pas de confusion possible. C'est séparé. Séparément, chacun garde ces biens-là. Et attention, chacun ne garde pas ces biens-là. Lesquels? Les biens acquis avant le mariage. Ça, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, à ce qu'on a acquis pendant le mariage. Ça veut dire que ce qu'on a acquis avant le mariage reste des biens propres.
n'est-ce pas? Mais tout ce qu'on a eu pendant le mariage, c'est des biens communs, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire comme certains hommes qui estiment que parce qu'il est le seul à travailler, tout ce qu'il a acheté pendant le mariage, bon, c'est à lui seul, la femme ne travaille pas. Non, attention, la femme travaille, même si elle est ménagère, elle travaille. Donc tout ce que vous avez acquis pendant le mariage revient à vous deux. Alors, si vous permettez, oui. le troisième régime matrimonial, c'est la communauté universelle. C'est-à-dire, tout ce que vous avez eu avant le mariage, dans le mariage, appartient aux deux. Vous comprenez? Et avec ces jeux de la gestion de biens, malheureusement, et beaucoup de pierres d'achoppement arrivent à frapper des couples, tout simplement parce que le mari ou l'épouse est venu avec une certaine idée dans le mariage. Bon, c'est ce genre d'idée qui, à la longue, provoque des problèmes. À quel moment précis peut-on parler du régime matrimonial? En fait, on peut parler du régime matrimonial n'importe quand, lorsqu'on veut. Non. En ce moment précis. Avant les mariages, mais nous en parlons maintenant. Nous ne sommes pas en train de nous marier. Nous sommes en train de parler. À quel moment pouvons-nous parler du régime matrimonial? N'est-ce pas? Là, on parle de l'institution mariage. Très bien. Veut dire, à quel moment dans les mariages peut-on parler de ce régime matrimonial? Il n'est pas interdit aux fiancés de parler du régime matrimonial. Mais le régime matrimonial, si je suis bien votre question, c'est lorsque nous sommes devant l'officier de l'état civil qui pose la question aux époux pour savoir quel est le régime qu'ils choisissent. N'est-ce pas? Les époux doivent dire à l'officier de l'état civil ce qu'ils veulent comme mode de gestion de leurs biens. C'est en ce moment-là que se choisit le régime matrimonial par les époux. Alors, quelle est l'importance du régime matrimonial pour ou dans les mariages? Très bien. Le régime matrimonial est important. Important. Dans le mariage. Mais le régime matrimonial concerne les biens matériels que les époux vont acquérir. Je m'imagine que de la même manière qu'on parle de régime matrimonial à l'occasion de mariage, on devrait comprendre que le régime matrimonial n'est pas plus important que le mariage. Comment expliquer? C'est d'abord le mariage, parce que sans mariage, il n'y a pas de régime matrimonial. Et on peut avoir un mariage où il n'y a pas de biens suffisamment nantis, un patrimoine suffisamment nanti. Mais le mariage va exister. Alors, lorsque vous parlez de l'importance pour le mariage ou de l'importance dans le mariage, je m'imagine un scénario où les deux époux, avant d'aller dans le mariage, font des calculs. Des calculs? Pour quelle raison? Mais oui, je vous donne un scénario. C'est maintenant une histoire de mathématiques, maître. Mais oui, écoutez. Non, les mariages, c'est d'abord l'amour. Comment vous mettez trop de calculs dedans? C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et quand vous me parlez de l'amour, l'amour c'est quoi? Justement, le vrai amour, ce n'est pas le sentiment de bassesse qui veut que l'homme et la femme s'unissent dans leur corps. Non. Le vrai amour qui devrait dicter les époux, c'est cet amour où l'un veut être au service de l'autre. N'est-ce pas? Lorsque un époux ou une épouse s'approche dans le mariage, n'oubliez pas que le mariage est d'abord une institution divine, à moins que vous soyez athée. Non. N'est-ce pas?
Si nous nous regardons le mariage dans son sens originel, c'est l'amour véritable entre l'homme et la femme. Je dis bien entre l'homme et la femme. Parce que tout autour, il y a l'amalgame. Hein. Ce que nous voyons, bon, il est dit que pour la réussite des mariages, il faut que l'homme quitte le toit paternel, qu'il aille s'associer à sa femme pour faire un. Mais nous avons comme l'impression que aujourd'hui, on a tendance à prendre la famille de la femme et la famille de l'homme et en faire un. Ce n'est pas dit comme ça. Ce n'est pas ça. C'est l'homme et la femme qui font un. Parce que lorsqu'on a tendance à faire de deux familles une famille, il naît des droits imaginaires par les deux membres de la famille. On devrait faire attention à ça. Les membres de la famille, que ce soit les membres de la famille de l'homme, que ce soit les membres de la famille de la femme, doivent respecter le mariage. Et on respecte le mariage comment? En se refusant de faire n'importe quelle intrusion dans le mariage des jeunes époux. Et lorsque on est marié, ou plutôt on est marié au service de l'un et de l'autre, vous comprendrez que le mariage prend une autre dimension. Moi, je suis au service de mon épouse est à mon service. Donc vous vous rendez service. Vous vous rendez service. Et jusque-là, les biens matériels ne sont pas envisageables. Donc, le mariage doit être tissé sur des saines bases, sur des bases saines, sans calcul. Aujourd'hui, bon, malheureusement, c'est presque la règle. Il y a des hommes qui vont vers les filles issues de familles nanties, qui cherchent à tout prix à avoir la main d'une fille. Pour avoir les contrôles sur la richesse. Oui, une fille qui peut avoir la possibilité de venir dans le mariage avec une maison, avec un véhicule, n'est-ce pas? Les calculs ne doivent pas être pris en compte en ce moment-là. C'est pourquoi je dis pour le mariage, en fait, on ne devrait pas envisager le mode de gestion des biens matériels. Ça ne devrait pas préoccuper au premier plan. Au premier plan, c'est l'amour. Et le vrai amour entre l'homme et la femme. Et deuxième plan? Et au deuxième plan, on peut penser à ce que nous allons avoir ou à ce que nous avons déjà. Comment allons-nous gérer? Comment allons-nous gérer est une question fondamentale dans le mariage. Pourquoi? Pour éviter des frictions, pour éviter certains dangers, n'est-ce pas? Il y a des femmes ou des hommes qui sont dans le commerce, par exemple. La nature d'activité menée par l'homme ou par la femme peut avoir des implications sur le patrimoine familial. Ouais. Alors, par exemple, la femme qui rentre à 23h à la maison. Attention, ce n'est pas de ça que je parle. La femme, quand elle rentre à 23h, il faut chercher à savoir pourquoi. Chaque jour? Non, pas du tout. Elle doit justifier. Si elle est médecin et qu'elle travaille chaque jour aux heures du soir, elle peut revenir le matin. Ça, ce n'est pas un problème. Mais évidemment, il se pose un problème de discipline. De la même manière que la femme ne doit pas rentrer chaque jour à 23h. Il en est de même pour l'homme. Il ne doit pas chaque jour rentrer à 24h. N'est-ce pas? Alors, si je parle de la nature d'activité qui peut influencer, l'homme est commerçant. Il va contracter des dettes à la banque en tant que personne physique commerçante. Lorsque la personne physique commerçante contracte un crédit à la banque, on peut vous demander une hypothèque. La maison que vous allez hypothéquer, c'est l'unique maison familiale ou votre maison personnelle? Parce que ça implique quoi?
Ça implique qu'au cas où vous êtes insolvable, la maison va servir de paiement. Ouais. Or, Il y aura donc une sorte de compensation. oui, or, il n'y en a qu'une seule. Et si vous êtes dans la communauté de biens, que ce soit la communauté universelle ou la communauté réduite aux acquets, la famille peut voir l'unique bien des valeurs en train de partir. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas bien géré. Alors, par rapport à l'activité que l'homme mène, il peut arriver qu'il ait besoin d'avoir des biens en propre, notamment une maison en son nom, et que l'autre maison soit au nom de son épouse, de manière à ce que lorsque l'homme, dans ses activités commerciales, il n'arrive pas à honorer ses engagements, la maison qu'on doit saisir, c'est sa maison en propre. Donc, le régime matrimonial tient compte d'un certain nombre de Mais paramètres. les cas d'espèce, est-ce que toujours régime universel ou de la communauté universelle des biens par Oui. rapport à cette option-là, Oui. de garder une maison au nom propre de l'homme et l'autre maison au nom de la femme? Oui, on peut être dans le régime de la communauté universelle de biens et on hypothèque un bien qu'on a eu avant le mariage. Ça peut s'expliquer. Tout comme dans le régime de séparation de biens, celui qui exerce l'activité commerciale peut avoir des biens, des maisons en son nom personnel. Et c'est cette maison-là qu'il peut hypothéquer pour avoir un crédit. Donc la loi a entendu aussi protéger la famille, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la loi OHADA, si je ne m'abuse, interdit ce genre d'opération, d'activité, ouais, d'activité entre l'homme et la femme, où le patrimoine familial peut être et exposé à des contraintes dues aux exécutions forcées des créances. Est-ce impératif d'avoir un régime matrimonial? Oui, Pourquoi? Pourquoi vous parce dites qu'on oui? vous les demande à l'occasion du mariage. Mariage civil alors? Le mariage est civil, parce que le mariage coutumier. Le mariage coutumier, on ne vous pose pas la question sur la gestion de vos biens. C'est devant le fichier de l'état civil que la question est posée et que le choix s'opère. N'est-ce pas? Mais il peut arriver que le mariage soit conclu sans choix de régime matrimonial. Est-ce que ces mariages-là seraient valables? Le mariage est valable, attention. Je Sans vous donne régime, un exemple. sans régime matrimonial? Je vous donne un exemple. Allez-y. Les gens qui se sont mariés avant la loi de 73, si je ne m'abuse, il y a des mariages qui ont été contractés avant cette loi, qui n'avaient pas opéré de choix sur le régime matrimonial. Nos grands-pères, là, Maintenant, nos grands-pères, parfois même nos parents, et ceux qui se sont mariés, ils se sont mariés peut-être en 40, en 1940, posez-lui la question sur le régime matrimonial s'il vous dira quelque chose. Mais d'ailleurs, vous savez qu'il y a des parents qui ne connaissent même pas leur date de naissance. oui, je sais. Il vous dit né vers 1927. N'est-ce pas? Alors, ce mariage-là, n'ayant pas de régime matrimonial, la loi donne un régime matrimonial d'office. Lesquels alors? La communauté réduite aux acquets. N'est-ce pas? On suppose que même sans choix ou avec un choix irrégulier, lorsque le régime matrimonial est mis en mal, la loi reconnaît que c'est la communauté de biens réduite aux acquets qui leur sera appliquée. Alors, qui demande aux mariés de choisir un régime matrimonial? Est-ce la coutume, les parents ou l'État? Bon, je viens de le dire, lorsque nous parlons de l'officier de l'état civil,
c'est en fait l'État. Parce que je ne vois pas comment les parents... À tout le moins, les Mais parents, les parents peuvent influencer. Oui, justement. Il y a des conditions. Par exemple, le maître José Yomboti Pangila veut se marier à une femme X. La famille dit, écoutez, monsieur José, vous êtes un brillant avocat. Nous vous connaissons, vous connaissez beaucoup des matières de droit. Vous êtes capable de piéger notre fille. Et qu'un jour, elle nous revienne, en tout cas, en état de détresse. Est-ce qu'on peut vous conditionner pour l'action de la donation de notre fille au mariage, parce que vous choisissiez ces régimes matrimoniaux. Sinon, on ne peut pas vous faire confiance, parce que si vous aimez une femme, il faut quand même avoir assez d'amour pour l'intégrer dans la communauté de ses biens. Bon, jusque-là, je n'ai pas vu des parents qui appellent leur gendre pour parler de la question du régime matrimonial. Mais je sais que les parents peuvent influencer. Mais déjà, ça sonne mal que les parents aient un régime matrimonial prédéfini. Ça prouve l'intérêt qu'il y a vis-à-vis des biens matériels que les enfants vont acquérir. N'est-ce pas? Et vous aussi, Marie, sans vous couper, juste une parenthèse, quand vous ne voulez pas d'un régime matrimonial équilibré, ça prouverait, conditionnel, ça prouverait qu'un jour vous risquerez d'abandonner l'enfant d'autrui. Oui, l'équilibre doit être recherché partout. Ouais. Mais, si les deux époux ne s'entendent pas, ils risqueraient de ne pas se présenter devant l'officier de l'état civil. C'est plus facile pour un couple que d'adopter un régime de la communauté réduite aux acquis. C'est élégant, c'est propre, n'est-ce pas? Ça prouve même que les deux veulent cheminer ensemble. Mais attention, je peux avoir des raisons valables qui justifient la séparation des biens. Ah bon? Mais oui, mais je viens de donner l'exemple Appelant tout à ça l'heure. l'amour en avant-plan, maître. Non, pas l'amour en avant-plan. Mais je vais expliquer Mais le mariage, c'est d'abord ma l'amour. fiancée. Oui, d'accord. Oui. Mais l'amour, c'est pour le mariage d'abord. Mais quand nous sommes déjà dans les mariages et que nous avons les biens, ne pouvons-nous pas parler, moi et mon épouse ou ma fiancée, sur le fait que nous avons besoin d'un régime matrimonial? Lorsqu'il n'y a aucune raison qui justifierait la séparation de biens, eh bien on se mettrait sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis. Mais par contre, si je suis un opérateur économique tout le temps, je suis en relation avec les banques, prendre l'argent des autres, travailler avec, je tombe en faillite, je me relève, mais je vais expliquer à mon épouse. Écoute, il y a des biens que je mettrai en votre nom et il y a des biens qui resteront en mon nom pour protéger le patrimoine familial. Ça s'explique et ça peut s'accepter de bon cœur. Mais ce n'est pas le genre de calcul tordu où on veut piéger l'autre. Et en ce moment-là, il n'y a pas mariage au vrai sens du terme. C'est ainsi qu'il y a des mariages où les gens se séparent à cause des biens matériels. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? C'est vraiment intéressant, mais il arrive que les époux, donc l'époux et son épouse, décident de changer leur régime matrimonial au cours du mariage. Alors, est-ce faisable? C'est possible de le faire? Oui, la loi autorise. 10 ans de mariage, par exemple, communauté universelle des biens, et après, l'homme dit à sa femme, écoutez, on doit sortir de ce régime matrimonial. Vous trouvez ça sérieux? Oui, ça peut être sérieux s'il y a des raisons sérieuses. Mais sur le plan des principes, c'est autorisé. Ça se passe Mais comment alors? On va saisir le tribunal de paix.
C'est par une décision judiciaire. Ce n'est pas une décision prise dans la maison. Et ça sera inopérant. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous a posé la question pour On comprendre doit, comment ça se passe. on doit saisir le tribunal de paix. Et le tribunal de paix autorise le changement du régime matrimonial et demande à l'officier de l'état civil de le transcrire dans le registre de mariage. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend à la cuisine ou au salon. Donc, c'est devant le juge que cette décision est prise et l'ordre est intimé à l'officier de l'état civil de transcrire la décision dans le registre de mariage. En cas d'annulation d'un mariage, quel serait le sort du régime matrimonial? Je pense que un mariage peut être annulé lorsque il ne remplit pas les conditions de sa validité. Comment expliquer? Oui. J'ai connu un cas. Allez-y. Un monsieur a rencontré une dame. Un monsieur résident en France, il a rencontré une dame qu'il a aimée et qu'il a voulu prendre en mariage. Il a rencontré la dame ici. Ici à Kinshasa. Oui. N'est-ce pas? Mais il ne s'est pas rentré au pays pour venir finaliser les formalités de mariage. Il s'est fait que la fiancée était jumelle. La fiancée était jumelle. Par concours de circonstances heureuses ou malheureuses pour les uns et pour les autres, la fiancée, la vraie fiancée de la personne en mariage, a contracté les noces à l'insu de son fiancé. Ayant contracté ces noces, qu'est-ce que les parents ont fait? Non, soyez explicite. Quand vous dites contracter les noces, vous voulez dire quoi par là? Elle a convolé en mariage avec un homme pendant que le fiancé l'attendait, attendait le moment venu pour rentrer au pays et faire le mariage. Mais regardez ce que les parents font. Comme ces deux jumelles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils laissent partir la fiancée. Et quand le monsieur arrive, on lui présente une des jumelles. Le monsieur savait qu'il y avait... C'était des jumelles? Non, le Et monsieur, il savait vous voyez pas. les gens qui viennent rapidement, qui Et puis, rencontrent une femme, et puis... retourne, oui, il n'a pas eu le temps de vérifier. de fouiner dans la famille. Ouais. Mais les parents jouent à la ruse. Ils proposent au monsieur une des jumelles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On ne sait pas faire les distinguo. Il ne sait pas faire le distinguo. Il faut être un habitué Vraiment. des deux personnes Ouais. pour arriver à distinguer. Il s'est fait que l'épouse qu'on a présentée au monsieur de la diaspora, Ouais. L'autre jumelle là. l'autre jumelle, avait une cicatrice à l'œil qui faisait que les deux yeux n'étaient pas symétriques, quoi. Il y avait une asymétrie dans les yeux. Et l'autre a expliqué au monsieur qu'après son voyage, elle avait connu un accident. N'est-ce pas? Mais le monsieur, tellement il était déjà engagé, il y a de ces gens-là qui veulent bien respecter leurs paroles données, hein. Il a convolé à noces. Mais il va constater que dans les manières, ce n'est pas la même personne. Ah, bon. Physiquement, oui. Physiquement, Il y a une une quelque nuance. chose, Une nuance là. dans les manières, Ouais. il y avait aussi une Un grande... déficit, vraiment, par rapport à la première. Malheureusement, le monsieur a fini par savoir qu'il a épousé la femme qu'il n'avait pas cherchée. Donc la mauvaise femme.
Pas la bonne. Pas la bonne. Il se ravise, on vous dit, ah, là, il y a erreur sur la personne. Et nous rentrons... Les secrets oui, nous rentrons en ce moment-là dans le droit commun des contrats. Parce que le mariage, c'est aussi un contrat. Lorsque le consentement est vicié, il y a erreur sur la personne. Parce que dans le mariage, il faut qu'il y ait le consentement. Ouais. Mais si ce consentement a été vicié, on annule le mariage. C'est un mariage qui n'est pas valable. Et là, c'était fini comment pour votre illustration là? On a annulé le mariage. Parce que le monsieur a su démontrer que ce n'est pas la femme que moi j'avais choisie. Alors, en ce moment-là, que devient, pour ces cas d'espèce, les sorts du régime matrimonial? Il disparaît avec le mariage. Ça saute comme ça? Il disparaît avec le mariage si ce n'est pas le régime de la communauté des biens. Non, même si c'était le régime de la Réduite aux communauté acquis. universelle des biens, mais comme il y avait des vices, donc les mariages étaient vicieux, naturellement, l'homme est déjà préjudicié. Alors comment est-ce que vous parlez encore des conditions si ce n'était pas la communauté des biens, la communauté universelle des biens? Oui. Parce que la femme a péché contre la loi. Je pense qu'il faut bien saisir la nuance. Allez-y. L'annulation du mariage n'est pas le divorce. N'est-ce pas? Si le mariage n'a pas rempli les conditions de validité, n'est-ce pas? On annule le mariage. Et quand on a annulé le mariage, même le régime que les deux époux s'étaient choisi tombe. Et en ce moment-là, la loi dit qu'on leur applique le régime de la communauté de biens réduite aux acquis. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que s'ils étaient sous le régime de la communauté universelle, chacun reprend ses biens avec lesquels il était venu dans le mariage. Les biens avant le mariage reviennent à leur propriétaire initial. On traite sur fond du nouveau régime celui de la bien, plutôt celui du régime de la communauté de biens réduite aux acquis. Alors en passant, dites-nous pourquoi et comment on peut annuler un mariage. Vous avez donné un cas, mais d'une manière générale. D'une manière générale, on annule un mariage lorsque les conditions de validité ne sont pas remplies. Entre autres. Oui, allez-y. Le consentement est vicié. Comme ce que vous avez donné comme exemple. Le consentement n'est pas valide. Un incapable, c'est-à-dire... Il n'est pas viril. Non, on ne parle pas de la virilité. On parle de la majorité et de la minorité. N'est-ce pas? Ah, là, il faut préciser, parce que quand vous dites un incapable, ça dit mais, beaucoup. Hein. Bon, mais un incapable, c'est pas un... On peut dire il est incapable, excusez-moi, mais... de rendre la femme grosse. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Mais la femme aussi peut être incapable de concevoir. Ouais. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, vous allez trop loin. Le problème d'incapacité, c'est par rapport à la majorité ou la minorité. Lorsque vous épousez, vous, les coutumiers là, vous allez, les enfants de 16 ans, allez. Vous les faites marier. Le consentement n'est pas valable. Pourquoi? Parce que c'est un mineur ou c'est une mineure. Et déjà même c'est érigé en infraction aujourd'hui. Un officier de l'état civil ne peut pas célébrer un mariage qui a été conclu sur fond infractionnel. N'est-ce pas? En ce moment-là, il y a une condition de validité qui n'a pas été remplie. Et on dit que le mariage n'est pas valide ou valable lorsqu'il n'y a pas de dot, par exemple. N'est-ce pas? Un mariage sans dot, c'est un mariage nul. Parce que l'État reconnaît la dot. Oui, mais c'est une condition de validité de mariage. Donc, lorsque toutes ces conditions-là, pour une ou une autre raison, manquent, on peut annuler le mariage. Il n'est pas valable. C'est ça? On l'annule. Ça veut dire qu'il n'existera pas
et dans le futur et dans le passé. Alors, y a-t-il une différence entre l'annulation des mariages et les divorces? Bien sûr. Laquelle? Le divorce, c'est un mode d'extinction de mariage, comme l'annulation aussi. Mais le divorce suppose que le mariage a été valablement contracté, que le mariage a répondu à toutes les conditions de validité requises par la coutume et par la loi. Donc, les mariages ont été même consommés. La consommation du mariage, c'est autre chose en droit. La consommation du mariage, c'est autre chose en droit. C'est quoi, maître? Juste La parenthèse. consommation du mariage, c'est la procréation entre l'homme et la femme. N'est-ce pas? Quand on vous dit que c'est une obligation légale pour l'homme et la femme de consommer le mariage, c'est-à-dire qu'ils doivent s'unir corporellement. N'est-ce pas? C'est ça la consommation du mariage. Oui. Mais lorsque le mariage a été valablement consacré pour séparer les époux, la procédure, c'est une procédure de divorce et non une procédure en annulation. On va plutôt dans la procédure en annulation lorsque le mariage n'a pas été valablement contracté. Il y a des conditions de fond de mariage qui n'ont pas Comme été... le cas des jumelles. Oui, là, il y a vice de consentement, erreur sur la personne, n'est-ce pas? Lorsqu'on a pris en mariage un mineur ou une mineure, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a défaut de dot, hein, ça sont des conditions de validité de mariage. Et lorsque ces conditions ne sont pas respectées, c'est l'annulation. Mais lorsque le mariage a été valablement consacré coutumièrement et devant l'autorité de l'état civil, lorsqu'on veut séparer les époux, c'est la procédure de divorce. Et cette procédure de divorce a pour conséquence de séparer les mariés et de liquider le régime matrimonial. C'est ça la procédure de divorce. Oui. La liquidation du régime matrimonial, la garde des enfants, ce sont les conséquences du divorce. Et juste une question qui me vient à l'esprit là. Il arrive que certains époux se séparent ou divorcent et par la suite, l'amour revient, ils se remarient. Là, ça se passe comment? Oui, mais si le divorce a été déjà prononcé... Oui, prononcé, même après une année. Il y a un cas là que je connais. Oui, il faut refaire le mariage. Ou alors à la commune, au bureau communal ou bien au tribunal de paix. Non. Parce que c'est le tribunal de paix qui prononce le divorce. C'est le tribunal de paix qui prononce le divorce. Oui. Mais la loi ne reconnaît pas au tribunal de refaire le mariage. Ah bon? N'est-ce pas? La loi ne reconnaît pas au tribunal. C'est les époux qui doivent se remarier. Ils doivent aller encore au bureau communal. Ils doivent se remarier sous de nouveaux liens de mariage. Parce que le mariage a été dissous. Quand le mariage a été dissous, il disparaît. N'est-ce pas? Sinon, ils vont produire, le mariage va produire... Mais si ils avaient déjà des enfants, ces enfants-là continuent dans les nouveaux mariages. Mais bien sûr. Vous avez déjà vu, parce que les parents se sont séparés, on jette les enfants. On ne jette pas les enfants. Quand les parents reviennent, c'est la joie de tout le monde. S'ils veulent encore formaliser les choses, ils vont le faire. Ils vont le faire, ce n'est pas interdit. Sauf s'ils sont en instance de divorce. Oui. Et même si l'affaire a déjà été prise en délibéré, ils peuvent demander au juge de ne pas prononcer au divorce. Ah bon? À la dernière minute même. Oui. La loi congolaise a cette tendance à vouloir protéger l'union à tout prix. À tout prix. Tant que le divorce n'est pas prononcé, le mariage existe. On peut tout faire, toutes les procédures accomplies et arriver au moment où il faut prononcer, un des époux saisit le juge pour lui dire ne prononcez pas. Le juge doit obéir. Non, écoutez, juste aidez-nous pour vraiment bien comprendre. Les maris, l'homme, il décide à ce que la procédure aille jusqu'au bout.
Et à la dernière audience, quand il y a déjà assignation pour prononcer le divorce, la femme dit, écoutez, je dois régler un détail avec mon mari. Mais le mari dit, non, écoutez, moi je veux que vous, juges, puissiez prononcer ces jugements aujourd'hui. Je ne veux plus une tentative de conciliation. Là maintenant, le juge va faire quoi? Non, attention, Oui. il faut bien saisir. C'est comme ça que j'ai posé la question pour les téléspectateurs. Lorsque un des époux persiste dans le divorce, c'est que la relation matrimoniale est irrémédiablement abîmée. Lorsque un des époux persiste dans le divorce, c'est que la conciliation a échoué totalement. Mais regardez comment le juge a organisé les choses. Quand vous faites une requête en divorce, ce n'est pas tout de suite qu'on vous présente devant le juge de divorce. On vous présente devant le juge de la conciliation. Qui peut aussi se transformer en juge de divorce. Non, mais c'est après, il y a une procédure. Oui. Quand est-ce qu'il se transforme en juge de divorce? C'est lorsque... Il fait des rapports à une conciliation, par exemple. Oui, c'est lorsqu'on constate qu'après 6 mois, on a tout fait. Les deux époux n'arrivent pas à se concilier. Puis aller. Il faut prononcer le divorce. Maintenant, on les autorise à saisir le juge du divorce. Le procès commence. Le procès commence. J'en ai vu. Le jour de plaidoirie, c'est la femme qui avait demandé le divorce. Parce que l'homme s'était méconduit, il avait pris une deuxième femme. La femme demande le divorce. L'homme refuse. La femme insiste que je dois me séparer. Plusieurs audiences ont eu lieu, les avocats... L'homme résiste. L'homme dit, c'est toujours ma femme. Je l'aime toujours. C'est elle, mes enfants. C'est un coup de colère. Ça va disparaître. Moi, je veux de ma femme. La femme dit, niet. N'est-ce pas? Les avocats se mêlent à la chose et ça devient compliqué. On a plaidé. Mais comme toujours, avant de prendre en délibéré, le juge pose la question aux époux après les plaidoiries des avocats. Parce que chaque avocat voudra faire valoir les raisons pour lesquelles on demande le divorce. On pose la question à la femme qui avait sollicité le divorce. Vous avez entendu votre mari. Vous avez entendu les avocats de votre mari. Tous disent, prenez le temps pour réfléchir. Prenez le temps pour réfléchir. Votre mari tient à vous. Quel est votre dernier mot? La femme regarde le juge, regarde le mari, regarde les avocats du mari. Il dit au juge, je vais réfléchir. Le juge a fermé le dossier. Obligatoire. L'amour a triomphé. Oui. Donc, il n'a pas prononcé le divorce et le mariage a continué. En tout cas, c'est vraiment spécial quand on parle de ces sujets de passion quelque part, les mariages. Et comme on a titré notre thématique, donc les régimes matrimoniaux, et vous avez explicité, puisque vous avez donné des illustrations, je pense que les téléspectateurs ont compris. Maître José Yombo-Chipangila n'est pas entré dans les détails des types ou sortes de régimes, parce que c'est vraiment vaste. Ça peut nous prendre même 2 numéros, 3 numéros d'émission. On pourra la prochaine fois organiser une émission sur les différents régimes matrimoniaux. Voilà, juste une conclusion pour aujourd'hui. Oui. Une conclusion comme ça. Oui, la conclusion c'est que le régime matrimonial devrait être un accessoire du mariage et pas un ingrédient du mariage. Les fiancés doivent comprendre qu'ils viennent dans le mariage pas pour les biens matériels, mais c'est pour être l'un au service des autres, l'un au service de l'autre, j'allais dire, et que les biens matériels étant nécessaires, c'est des biens qui doivent aider à consolider cette union et à résoudre les problèmes matériels qui peuvent se poser dans leur vie.
En tout cas, c'est bien dit, fidèles téléspectateurs de ces magazines Justice et Promotion, qui est vulgarisé par cette ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, en collaboration avec APSI TV. Et comme vous le savez, nous faisons venir Maître José, qui est notre principal intervenant, afin de vous expliciter les droits. Et tous ceux-là qui n'ont pas fait les droits comprennent, parce qu'il y a la contribution des illustrations dans ces grandes matières. Merci, restez fidèles sur votre chaîne. À la prochaine opportunité.